Bienvenue au 5e épisode de Le Spot, donc le podcast sur la géomatique, les technologies géospatiales. Je suis Jonathan Roy d'H4G Géomatique. Puis aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir quelqu'un avec qui j'ai échangé plusieurs fois, quelqu'un qui a une riche expérience à la fois internationale puis dans plusieurs technologies. Donc j'ai Sylvain Laroche ici avec moi. Bonjour, merci Jonathan pour l'invitation. Ça me fait plaisir de te recevoir. Aujourd'hui, Charles, il sera pas là, donc il ne pouvait pas être ici. Donc, c'est moi qui garde le fort, comme on dit. Fait que juste pour commencer, on va boire une petite bière. Donc, ça, c'est une bière de Sherbrooke, là, Ciboire. On attend toujours certaines commandites. Fait que c'est une IPA très opaque. Fait que Sylvain, dans le fond, moi je trouve que tu as un cheminement qui est très intéressant. Beaucoup d'expérience, beaucoup d'expérience aussi à l'international. Toi, c'est quoi un peu ton background dans le fond? En fait, c'est un background un peu éclaté dans le sens que j'ai fait un bac en géographie. Donc, je me destinais pas nécessairement pour la géomatique ou pour le métier que je fais actuellement. Ouais. Qui est un enseignement plutôt généralisé. Donc, mais quand j'ai commencé à mes débuts, la première firme qui m'a embauché, les choses se sont faites d'elles-mêmes. En fait, c'est un peu ça qui... le cheminement, c'est comme tracé. Le cheminement s'est tracé. J'ai acquis certaines connaissances avec mes anciens employeurs qui m'ont aidé, en fait, à un peu m'ouvrir sur les différentes technologies, les différents domaines de la géomatique. En fait. OK. Parce que dans le fond, tu as la géomatique la géographie qui est plus humaine, mais tu as aussi la géographie qui est plus physique, géomorphologie. Ouais. Tu sais, géographie, c'est vaste quand même, hein? Le profil d'enseignement que j'ai eu à l'UQTR, en fait, j'ai reçu mon enseignement à l'UQTR, c'est de la géographie physique. Okay. C'est une géographie axée sur l'environnement, donc j'ai un bac en sciences. Donc, voilà, c'est de la géomorphologie, géomorphologie glaciaire, botanique, chimie, ainsi de suite. Okay. Donc, c'est vraiment un bac physique qu'on a eu. Puis, à travers ça, tu sais, peu importe, je le sais un peu parce que j'ai un petit peu étudié en géographie aussi. À travers tout ça, il vous enseigne des notions de SIG, dans le fond. Puis après, c'est toi qui sais si tu veux développer plus ce créneau-là. Je dirais qu'à l'époque, c'était au balbutiement d'un peu tout. Enfin, un peu le balbutiement de la géomatique, un peu le balbutiement de la télédétection. Okay. Donc, on étudiait avec la télédétection, avec la Landsat 5, qui est un satellite qui est quand même assez âgé. Ouais. On a travaillé sur des versions de Arc Info sur Unix. Donc, c'est vraiment les balbutiements de la géomatique en tant que telle. OK. Avec le stéréographe et tout. Voilà. Donc, le perfectionnement s'est fait par la suite là, avec les... Ouais. OK. Puis... toi, est-ce que tu étais plus axé télédétection? Tu as l'air à me dire que la télédétection, c'était quelque chose qui t'intéressait beaucoup quand même. Oui, c'était géomorphologie. C'est vraiment l'aspect physique, là, la géographie. Oui, c'est ça. Tout l'aspect humain. J'ai fait les cours de base, mais j'ai pas approfondi cet aspect-là. C'est vraiment l'aspect physique. OK. Fait que quand tu es sorti de là, après ça, tu as décroché quelques emplois. Est-ce que ça a été dur après ça, se trouver un emploi? Tu sais, ça dépend des époques aussi. En fait, le bac s'est terminé. J'ai terminé mon bac en 97. OK. Et de 97 à 2000, j'ai travaillé pour l'armée. J'étais dans l'armée de réserve. Ah, c'est ça. Donc, j'ai travaillé à temps plein pour l'armée de réserve là, un certain temps. Donc, j'ai quitté l'armée en 2009. Donc, c'est pas... ça a quand même duré un bout de temps. Mais 3 ans après la fin de mon bac, j'ai décidé de me réorienter. J'ai fait un AEC, une attestation d'études collégiales en multimédia des affaires, donc programmation web, design web, ces choses-là, au cégep de Trois-Rivières. Okay. C'est suite à cette formation-là que j'ai été embauché pour la première fois dans une entreprise de géomatique. Curieux hasard. Ça t'a aidé ou... Oui, en fait, je suis rentré là comme stagiaire
en programmation web. OK. Et puis j'ai terminé en fait comme géomaticien là, chez Géogrid, cette entreprise-là à Trois-Rivières. OK. Puis quand est-ce que t'es allé travailler pour Géofit, en fait? En fait, le passage s'est fait à travers une autre entreprise qui s'appelle Texul à l'époque, Texul Ecom. Chez Texul, même dans mes premières entreprises, en fait, dans toutes les entreprises que j'ai fait, j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui sont extraordinaires, des gens hyper compétents. Donc, j'ai beaucoup appris de cette façon-là. En fait, oui, l'éducation, c'est une chose, mais le côté entourage est énorme. Ouais. Donc, chez Texul Ecom, j'ai travaillé avec des équipes géniales, avec des collègues qui sont encore là aujourd'hui, d'autres sont partis. Donc, j'ai appris beaucoup. À partir de 2005, aller jusqu'à 2013, j'étais chez Texul Ecom. C'est là que j'ai fait la majorité de mes missions internationales. Et puis, fin 2013, début 2014, j'ai eu la chance de côtoyer Géofit, les patrons de Géofit en France. Je les avais rencontrés à quelques occasions. Et puis, il y avait un match de personnalité. Le match se faisait bien. Et puis, on a eu une opportunité de mandat. Donc, c'est là qu'on s'est joint à Géofit à fin 2013, début 2014. Quand tu dis « on », c'est Texul, c'est ça? Texul, en fait, non, on est trois employés qui sont partis chez Texul pour aller joindre Géofit. OK. Au départ, c'était pour un projet international au Panama. Donc, au départ, on devait former une entreprise canadienne seulement pour faire l'administration, pour gérer et puis en ayant la gestion de ce projet-là au Panama. Donc, de fil en aiguille, la France, voyant parce que Géofit Group étant une compagnie française, nous a accordé plus de confiance et puis là, on a commencé à démarrer les activités ici au Canada. Donc, tout en continuant les activités internationales au Panama, en Équateur et à Haïti aussi. OK. Ouais, juste une petite cheers avant de continuer, puis Santé. Puis, dans le fond, Géofit, ça veut dire quoi? C'est... Géofit. Géofit. En fait, le groupement, au départ, s'appelait FIT Conseil. OK. C'est France Ingénierie Topologie. Ah, OK. Topographie, pardon. OK. Puis, de fil en aiguille, il y a eu plusieurs entreprises qui se sont jointes à FIT. Donc, là, il y avait un besoin de normaliser, en fait. Ouais. Et puis, si je ne me trompe pas, c'était en 2015, ils ont décidé de changer de nom, vraiment, pour adopter Géofit. OK. Genre géomatique, géographie, c'est ça. Tout ce que je voulais garder peut comporter finalement. Ouais, voilà. OK. Voilà. OK, puis c'est quoi les activités surtout de Géofit, mettons en gros, là, avant qu'on rentre dans Géofit Amérique? Le groupe FIT, c'est une entreprise qui est dédiée à la mesure, en fait. C'est tout ce qui est mesure terrestre, métrologie, ainsi de suite. Donc, ça touche beaucoup de métiers. Ouais. De plus en plus la 3D, mais en fait, c'est 900 collaborateurs, 900 employés qui travaillent pour FIT dans les différents domaines. Il y a des équipes spécialisées en métrologie, des équipes spécialisées en aménagement du territoire, des équipes sur la cartographie dynamique, le lidar mobile, le lidar aérien, la photographie aérienne. En fait, c'est vraiment tous les domaines de la géomatique qui sont inclus chez Géofit. Ouais, c'est ça, c'est assez vaste quand même. Même l'aménagement du territoire. Donc, ils ont des professionnels de toutes sortes finalement. Oui, c'est ça. Tranquillement, des départements se sont greffés et puis ils ont des expertises qui se sont développées. Le côté international est très présent aussi, avec l'IGN France Internationale qui est maintenant en majorité propriété de Géofit Group. OK. Donc, voilà, ça représente de nombreux professionnels très spécialisés. OK. Ça doit être assez stimulant de travailler chez Géofit. Mais j'imagine qu'il y a quand même des départements pareils, mais qu'au final, vont chercher l'expertise qu'ils ont besoin par-ci, par-là. Assurément, c'est que c'est des domaines qui sont tellement spécialisés, qui sont tellement typiques à certains métiers, à certains domaines, que c'est sûr qu'il y a des départements qui
qui développent leur propre marché, en fait. OK. Puis, donc, toi, ils t'ont surtout envoyé, de ce que je comprends, dans les pays d'Amérique, que ce soit Amérique latine, Amérique centrale, Caraïbes. Mon expérience internationale a commencé avec Techsult, en fait. Ouais. C'est Techsult. Avec Techsult, j'ai fait de l'Afrique, j'ai fait de l'Amérique latine. OK. Donc, et avec Géofit, on touchait plutôt à l'Amérique latine au départ. Ouais. J'ai fait une ou deux interventions en Afrique pour Géofit, mais c'est pas. Ils ont les experts là-bas qui ont l'habitude de travailler là, donc c'est à eux qui revient la tâche. Puis quand Géofit, dans le fond, ils t'ont approché ou tu les as approchés, ce qu'ils ont trouvé intéressant, j'imagine, c'était le côté que tu pouvais travailler à l'international puis que tu avais de l'expérience? Ou comment ça a fonctionné? Parce que c'est pas tout le monde, tu sais, qui ont étudié en géomatique puis qui travaillent en géomatique qui réussissent à percer les frontières, dans le fond. Ben, en fait, c'est venu par la force des choses, dans le sens que notre approche chez Géofit s'est fait par rapport à un projet international. Donc, c'était un peu notre porte d'entrée chez Géofit. Donc, on avait déjà cette expérience-là. C'est comme ça qu'on est arrivé chez Géofit, mais là, au fur et à mesure qu'on apprend à se connaître, donc ils ont vu d'autres choses qui pourraient être faites justement là, selon les compétences qu'on a développées, ainsi de suite. OK. Puis, est-ce que, tu sais, je veux dire, tu me parles d'Afrique, tu me parles d'Amérique latine, d'Haïti. Chaque pays est complètement différent, j'imagine. Ils ont une approche complètement différente. Comment tu gères ça, toutes ces différences? Est-ce que tu sens que tu as une adaptation en blitz à faire dès le départ? Ou, En fait, ça prend beaucoup de capacité d'adaptation, beaucoup d'humilité. Ouais. Chaque personne a sa fierté. C'est faux de croire que ces gens-là sont pas éduqués. C'est des gens qui sont très connaissants. C'est des gens qui sont compétents. Donc, il faut apprendre à les connaître, puis à exploiter leurs compétences, en fait. OK. J'ai travaillé avec des gens qui sont géniaux. Exemple, pour les projets en Équateur, il y avait Benoît Leclerc qui était chargé de projet là-bas sur place, qui est un gars de Joliette, mais qui est expatrié en Équateur. OK. Je travaillais avec Benoît. J'avais sur place un directeur technique qui était espagnol. J'avais un spécialiste SIG mexicain, j'avais un spécialiste SIG colombien, et puis j'avais toute l'équipe d'Équatoriens à côté qui travaillaient ensemble. Okay. Fait que chaque personne doit faire preuve d'humilité, en fait, et d'apprendre à connaître l'autre avant de... On ne peut pas arriver là avec des gros jugements que ce qu'on pense connaître des pays. Ouais. Souvent, c'est des gens qui bossent très dur. C'est faux de penser que que tous les pays du Sud, c'est des gens un peu flâneurs. C'est pas vrai du tout. C'est des gens qui bossent très fort, qui ont été dans des bonnes écoles et surtout qui veulent apprendre beaucoup. Okay. Donc, ils sont capables de partir d'un certain stade et puis d'aller vers un stade technologique quand même assez élevé en passant beaucoup d'étapes que nous, on a passées ici à travers les années. Donc, voilà. Et puis, faut dire, exemple, pour les projets en Équateur, qu'on était accompagné d'informaticiens du Québec et de l'Équateur qui étaient géniaux. Donc, ça nous a permis de développer des outils pour simplifier la production et tout ça. Donc, c'est de cette façon-là qu'on peut approcher les gens. Et si on va plus récemment au projet au Panama, c'est un peu la même chose. Le directeur technique qu'on avait en Équateur, il nous a suivis au Panama. Donc, au Panama, c'était un peu la même chose. On travaillait avec des Espagnols, en fait, on a commencé avec un peu la même équipe, avec un Espagnol et un Mexicain. Et puis, les équipes ont changé, ont mouvé, les gens sont mobiles, donc il y en a qui sont partis, il y en a qui sont arrivés. Pour s'apercevoir qu'au final, on s'est ramassé avec une équipe entièrement panaméenne. Ah ouais, hein? Ouais. OK. Qui avaient des connaissances de haut niveau, et puis c'était des gros bosseurs, donc des gros travailleurs qui faisaient avancer le projet. Ouais. Dans le fond, quand tu vas travailler à l'international,
tu fais pas juste former les gens, tu te formes toi-même. Dans le sens que, justement, tu réalises que tu as beaucoup à apprendre, j'imagine. On a toujours à apprendre des autres. Ça te replace un peu, là, en perspective. On a toujours à apprendre des autres. À titre d'exemple, on développait des applications pour faire le cadastre au Panama, et puis on arrivait sur le terrain, ça ne fonctionnait pas du tout. Okay. Pourtant, quand on faisait nos essais en bureau ou en situation simulée ici au Canada ou en France, l'application fonctionnait très bien. Ouais. Mais à titre d'exemple, on est allé faire des relevés en pleine jungle. Et puis, les techniciens qui faisaient la saisie sur le terrain, la saisie géométrique, mentionnaient qu'il y avait des gros problèmes avec l'application. Donc, on se demandait pourquoi. Ça a pris une journée en jungle avec eux pour comprendre qu'est-ce qui ne marchait pas. En fait, c'était une simple banalité. Les techniciens transpiraient. La transpiration tombait sur la tablette et créait une série de points aléatoires. Mais c'est des choses que eux nous disaient qu'il fallait adapter notre application au terrain. Selon nous, c'était correct. Mais pour eux, c'était comme une évidence que... Ben voilà, c'était une évidence, mais c'est ça. Nous, ça nous a pris... on a dû aller sur le terrain, voir, constater par nous-mêmes qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas. Donc, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on acquiert une certaine humilité aussi, de dire que si quelqu'un te dit ou te dit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut prendre le temps d'écouter. En fait, je dirais c'est principalement c'est la chose qu'on apprend le plus en travaillant l'international, c'est d'écouter les autres et non pas d'arriver puis d'imposer Donc, écoutons ce qu'ils ont à dire. Et puis, on va partir de là pour faire nos travaux. Et non pas le contraire, faire nos travaux et puis leur imposer, ça ne fonctionne pas. OK. Ça ne fonctionne pas. Ah, c'est intéressant, ça. Il y a un gros aspect humain là-dedans à jamais négliger. Ce qu'on fait, c'est pas juste de la technique. Il y a des gens derrière ça qui travaillent. Là. Peu importe le projet, je dirais un projet international, je dirais que 80% de l'effort est mis sur l'humain. Des efforts d'adaptation, des efforts de langue, des efforts de négociation du day-to-day avec eux. Les principaux efforts sont là. Okay. Le niveau technique, c'est facile à comprendre pour eux, c'est facile. Donc, c'est pas ça qui peut être un frein à ce genre de projet-là. C'est vraiment l'être humain qui utilise les technologies. Mais la façon d'y arriver, puis comment arriver à un projet qui va être rempli avec succès, c'est cette partie-là qui est la plus difficile à accomplir. Faut jamais négliger le management, là. Ben, effectivement. C'est vraiment un gros point. Puis, tu sais, le management en soi, moi, je le dis souvent, c'est une profession, tu sais. Tu as beau être géomaticien, maîtriser la technique, tu sais, être un bon géomaticien, mais puis quand tu fais du management, ben, tu as tout à apprendre. C'est carrément un autre chapeau que tu mets. Ben, effectivement, c'est pas tous les bons techniciens qui vont être des bons gestionnaires. Et c'est pas tous les bons gestionnaires qui peuvent être des bons... qui vont arriver sur le terrain, qui vont être bons non plus, parce que faire de la gestion dans un bureau, faire de la gestion dans un projet concret, avec différents profils très différents d'un à l'autre, avec des caractères, avec des gens qui viennent de différentes régions d'un même pays. Faut user de diplomatie de façon journalière. C'est clair. Ouais. Fait que toi, tu parles espagnol. Un peu. C'est bon. Un peu, ça fait longtemps. Ça fait un bout, là? Ça fait 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, je n'ai pas parlé espagnol, mais j'avais une base, ouais. OK. Puis comment tu as résolu le problème de la tablette? Tu leur as mis des bandeaux ou quoi? En fait, c'est plus au niveau de la programmation. Il y a eu des séries de codes en fait, qui ont fait en sorte que on prenait pas une série de points aléatoires. Donc on maintenait un certain range. Genre dans le paramétrage un peu, voilà. Finalement. OK, c'est intéressant. Puis tu faisais... De ce que j'ai compris, c'est que tu faisais beaucoup de cadastre. Est-ce que tu faisais surtout du cadastre ou Les premiers projets internationaux, oui, c'était principalement du cadastre. Chez Ecom, il y a une année, on a maintenu 2 projets en parallèle, en fait, les 2 en Équateur. Un projet cadastral urbain qui était sur la ville de Quito, et puis l'autre, c'était la photographie aérienne, 74 000 km² de photographie aérienne à prendre en Équateur. Par avion? Par avion, oui, effectivement. OK.
Donc, c'était 2 projets qui étaient maintenus en parallèle. C'était passablement les mêmes équipes qui étaient sur les mêmes équipes de gestionnaires qui étaient sur les deux projets. Par la suite, avec Géofit, c'est principalement du cadastre. Ouais. OK. Puis, c'est quoi les différences entre faire du cadastre ici puis, mettons, en Équateur? Ben, c'est quoi les avantages puis désavantages, mettons, par exemple, au Panama, plutôt? Parce que... Je suis pas un spécialiste en cadastre. OK. En partant, j'ai travaillé sur des projets cadastraux, mais c'était pas moi qui étais nécessairement à la charge du projet. Ouais. Donc, c'est pas moi le spécialiste en cadastre. Moi, j'étais plus là pour encadrer l'aspect production, l'aspect... et je fais pas de cadastre au Québec parce que j'ai pas le droit, je suis pas arpenteur. Ben, Il faut être arpenteur faire du cadastre, on s'entend. Donc, l'aspect à tenir en ligne de compte à l'international, en fait, c'est on applique une série de paramètres et puis on se maintient là-dedans. La différence est, comment je pourrais dire, les principes de base sont les mêmes. En fait, c'est d'attribuer ou de définir un lopin de terre à un propriétaire. Ouais. Donc, l'aspect, en fait, je dirais que l'aspect à l'international, tout l'aspect base de données alphanumérique est très importante ou sinon inexistante. Ouais, c'est ça. Donc, les efforts étaient mis là sur... Faire de la recherche, dans le fond, de type... en fait, en fait, tout dépendait des pays. C'est un peu difficile à expliquer parce que, bon, en Équateur, il était rendu à un certain niveau. Au Panama, il partait à un certain autre niveau. Au Panama, il n'y avait presque rien. Donc, on partait presque de zéro à définir les limites de propriété de chaque propriétaire, prendre toute l'information alphanumérique, donc toutes les descriptions, les permis d'occuper, OK, donc tu faisais vraiment une recherche. Tous les archives, en fait, toutes les archives de papier que ces gens-là ont. Donc, on devait les numériser, on devait saisir l'information, on devait marcher le lot avec eux autres pour définir... on marchait le lot avec eux autres. Ensuite, on allait voir le voisin, on définissait le même lot pour voir s'il y avait des conflits. Là, à ce moment-là, il y avait une autre équipe de juristes qui embarquait en ligne de compte pour définir réellement la limite, voir s'il y avait un conflit de limite réel ou c'était... Donc, c'est tous ces aspects-là, en fait, qu'il faut tenir compte à l'international. Ici, je dirais, c'est un autre paire de manches. C'est des choses qui sont déjà établies. Donc, c'est pour ça que les arpenteurs géomètres, ils le font très bien. Dans le sens que ça prend des niveaux de connaissances beaucoup plus élevés, en fait, je dirais, en loi législative pour définir les problématiques légales ici. Donc, à l'international, on n'a pas nécessairement ces problèmes-là parce qu'on part du début, en fait. Okay. On part d'une limite qui est, je dirais, qui est transmise traditionnellement, oralement ou de façon un peu... primaire avec soit une roche, un arbre. Du tenant aboutissant, dans le fond. Oui, c'est ça. Donc, c'était plus de la négociation au jour le jour, c'était plus de la relation avec les propriétaires des terres, se faire une relation avec les propriétaires pour qu'ils veulent bien collaborer. Ouais. Ça, c'est une autre chose. Tu as eu des embûches, justement, par rapport à ça, des chicanes de... Bien, assurément qu'il y en a. Voisinage. Assurément qu'il y en a. Assurément qu'il y a des gens qui sont plus agressifs que d'autres. Ouais. Par contre, dans un pays ou dans l'autre, les gens sont, je dirais, généralement coopératifs. Au Panama, les gens nous voyaient, nous accueillaient à bras ouverts parce que ça leur donnait une chance, finalement, d'avoir officiellement un titre de propriété. Oui, je comprends. Ouais. Ce qu'il n'y avait pas jusqu'alors. Donc, c'était... Oui. Puis, tu sais, bon, je sais qu'il y a certains pays où est-ce qu'il y a déjà eu de la corruption par rapport à ça. Puis que justement, il y avait des gens mal intentionnés qui, tu sais, je pense par exemple au Cambodge, un pays que je connais un petit peu, puis où est-ce que justement, il y avait des forces, on va dire, qui étaient mal intentionnées, puis qui profitaient un petit peu, dans le fond, de l'innocence des gens pour cacher des titres, pour pouvoir justement faire un cadastre à partir de rien, tu sais, à leur avantage finalement. Non, c'est clair qu'il y a des forces... les forces obscures dans chaque pays, je dirais. Mais par chance, les pays où je suis allé, ça a quand même relativement bien été. Il n'y a pas eu, je dirais, des clans qui sont venus saboter notre travail. Là. Je dirais que la majorité des cas, c'était des cas isolés. OK. Donc, on a quand même été chanceux.
Il y a eu d'autres genres de problèmes par exemple, en Équateur, en ville, il y a eu d'autres genres de problèmes, mais c'était plus du brigantisme que de l'organisation. OK, ouais, c'est ça. C'était pas une organisation mafieuse Non, qui venait complètement saboter le travail. Là, non, mettons, c'est ça. C'était plus des petits brigands OK. qui essayaient de saboter. OK. Donc, c'est... Ça s'est bien passé. Ouais. OK. Ouais, ouais. Mais sinon, as-tu une anecdote, mettons, tu sais, qui s'est passée quelque part, qui peut être intéressante, un petit défi, une petite embûche? Il y en a sûrement quelques-unes, mais je pense entre autres, cette journée-là où on est allé sur le terrain au Panama, on était en pleine jungle en fait, puis on marchait dans la jungle, puis là il y avait toute la famille parce que c'est quand même, je dirais, un événement familial, OK. en fait, voir des étrangers arriver OK. pour délimiter le cadastre. Donc on s'en allait avec le propriétaire et toute sa famille. OK. Ouais. Donc, il y avait les enfants, la femme en talons hauts dans la jungle. OK. Hey, c'était mis beau et tout, là. Oui, il était OK. beau, il était swell. Ah, c'est sympathique. Comme on dit, ouais, c'est ça. On marchait dans la jungle, on faisait la limite de propriété, puis on avançait, puis bon, j'ai vu un petit ruisseau, je m'attardais un peu, je regardais le ruisseau, je regardais alentour, on profitait un peu de l'endroit. Et tout un moment donné, j'entends la femme crier, mais crie au meurtre. On se dirige tous vers... on va rejoindre le groupe, puis on voit le propriétaire de l'entreprise avec sa machette en train de donner des coups par terre à grands coups de machette, mais de toutes ses forces. Par terre. Par terre. OK. Fait que... qu'est-ce qui se passe? On s'approche, et puis il y avait un serpent qui était à peu près long comme ça. Ah, pas si gros que ça. Un tout petit serpent. Mais dangereux, genre. Mais c'est le serpent qu'ils ont pendant c'est le serpent le plus venimeux, en fait. C'est ça. Donc, si on a une morsure, 20 minutes après, on meurt. Ah, ouais. Et puis, on était à peu près à 20 minutes de marche pour se rendre à la première route. OK. Donc, assurément. Puis là, c'était un serpent qui se tient dans les branchages en hauteur. Et puis, quand ils voient une proie, ils se laissent tomber. My God. Puis, il avait tombé sur la femme. Donc, c'était... Puis il l'a mordu? Non. Heureusement. Par chance, elle avait eu le réflexe, il était tombé par terre, puis c'est ça que le gars faisait, il était en train de mettre en morceaux le dit serpent. My God, donc c'est épeurant, ça. Mais c'est des choses qu'on ne s'aperçoit pas, on entendait des vomissements. C'était des essaims d'abeilles tueuses qui étaient peut-être à 100-150 mètres de nous, mais on les entendait comme s'ils étaient à côté de nous. C'est particulier. Fort. Ouais. Okay. Ouais, non, c'est ça. La nature est luxuriante là-bas, hein, je pense. Ouais, non, c'est effectivement. OK. D'autres... sinon, je suis allé en Côte d'Ivoire faire du drone, en fait, avec un drone d'Elertec qui était un bon drone. C'est quand même... Des ailes volantes, là. Ouais, voilà. En fait, c'est un planeur. Ouais. Et puis, dans tout mon manque de connaissance du pays, quand je dis qu'il faut faire preuve d'humilité et apprendre à connaître le pays, ben, c'est un peu ça. Je fais une première envolée à peu près à 300 mètres d'altitude pour faire l'acquisition de photographies sur une bananerie. OK. Des cellules orageuses qui arrivent. Le drone commence à monter, incapable de le faire descendre. OK, il montait sans cesse, il était aspiré par des vents chauds. Ah ouais. Mais j'avais perdu, en fait, mais pas perdu le contrôle parce que je le descendais, donc je réussis à le maintenir. Mais en voyant les nuages, j'aurais dû réaliser que les vents ascendants étaient hyper forts dans ce coin-là. Donc, j'ai réussi à atterrir comme... t'as réussi finalement. Oui, mais ça a pris un certain temps. Ça a pris... en fait, je suis venu à bout de la batterie juste à faire descendre Ouais, puis un aile volante, il va pas tomber, tu sais, comme... Non, effectivement. Tu peux quand même l'atterrir. C'est vraiment un planeur. OK. Mais t'es un bon pilote, d'abord. Disons que c'est plus dur que faire voler ça puis faire atterrir que, mettons, un multirotor, là. Ben, disons que c'est pas facile, effectivement. Non, c'est pas facile, hein. J'ai coupé quelques feuilles de bananier. Ah ouais? OK. Mais bon, c'est... Parce que des drones, ça se crash, là, tu sais. Ouais. Moi, j'en ai crashé, là, des drones. Heureusement, j'ai toujours piloté en sécurité, là, de faire en sorte que, justement, un drone, ça crash. Oui, effectivement. Puis un de l'air, je pense que c'est un bon petit 20 000 $. Beaucoup plus. 20 000, 30 000. RTK, tout le kit là-dessus. Ouais, c'est quelque chose comme 40 000 €. 40 000 €, hein.
Ouais. Donc, OK. c'est un appareil qui est effectivement hyper performant. Ouais. Mais parce qu'il est hyper performant, dans une région comme celle-là, il faut vraiment connaître la place pour l'utiliser. Ouais, non, c'est clair. Puis, comment que GeoFit Amérique est apparu? Toi, on peut dire que tu es un fondateur, hein? Oui, on a 3 personnes qui ont fondé, en fait, GeoFit Amérique. Ouais. Je suis le seul qui reste maintenant chez GeoFit Amérique. Les 2 autres ont trouvé leur chemin ailleurs. OK. Mais voilà, oui, effectivement, c'est ça. On a commencé sur les projets internationaux. Les projets internationaux, c'est très difficile pour la famille, très difficile pour... donc, j'ai voulu un peu me retirer de l'international, justement, pour me concentrer sur mes enfants. Mm-hmm. Donc, avec ça, ça fait en sorte qu'on a voulu développer le marché québécois. OK. Et il y a un marché québécois, en fait, pour des technologies comme GeoFit Group Mm-hmm. maîtrise, en fait, depuis des années. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. OK. Fait ça serait quoi les objectifs de GeoFit Amérique? En fait, GeoFit Amérique, on veut implanter, en fait, on espère implanter la gamme de services que GeoFit offre en France. Mm-hmm. Tout dépendant des niches qui se développent, que ce soit en métrologie, que ce soit en lidar mobile, en lidar aérien, Bathymétrie aussi, hein, je pense. T'as fait un peu Oui, de on a bathymétrie fait quand un même. peu de bathymétrie Ouais. également. Donc, c'est de développer les niches qui pourraient être porteuses, en fait, ici au Canada, où il y a un trou, en fait, ou un manque à gagner. Au Québec, il y a quand même des très bonnes compagnies de géomatique, des très bons opérateurs aériens pour le lidar, mais on essaie de viser les endroits où il y a un manque de service. Donc, OK. c'est un peu ça. Puis selon toi, c'est où qu'il y a un manque de service, mettons? Ben, en fait, c'est le lidar mobile, on en parle de plus en plus. En fait, Ouais. c'est dans la gestion, en fait, de la ville intelligente. Donc, l'acquisition de jumeaux numériques, souvent on entend parler. Ouais. Tout ce qui est modélisation 3D, le BIM, maintenant, il y a le BIM d'infrastructure qu'on commence en fait, qui est développé en France, mais qu'on aimerait bien apporter ici. Le SIM? En fait, le City Information Modeling, Ouais. qui chez GeoFit, on peut faire de A à Z, en fait, toute la modélisation de tout l'environnement de A à Z. Donc, que ce soit sur la voirie, le souterrain, le bâtiment, l'aménagement du territoire, ainsi de suite. Donc, on peut vraiment aller du micro, aller jusqu'au régional. Donc, OK. Donc, c'est-tu ça qu'on appellerait le SIM, finalement? ben, le SIM, en fait, Modeling, c'est comment gérer un quartier de façon numérisée, de façon 3D, que ce soit le souterrain, la voirie, le building et l'intérieur du building. Donc, oui, ça, c'est des choses qu'on veut en venir avec justement avec toutes les avancées sur la ville intelligente. Ville intelligente. Donc, c'est vers là qu'on veut s'en aller. Je pense que c'est un marché qui est porteur, c'est un marché qui est en développement. Il y a des compagnies qui le font ici au Québec déjà, mais je pense qu'il y a de la place pour encore d'autres compagnies qui vont amener des expériences peut-être un peu différentes. OK. Nous, on a des années d'expérience en lidar mobile. Depuis, le premier lidar mobile s'est acheté en 2013. Donc, depuis 2013, on a l'expérience en fait dans l'acquisition, la production et l'interprétation et la numérisation de nuages de points lidar. Donc, c'est une chose d'acquérir la donnée, c'est une autre chose de la traiter, mais c'est encore plus difficile de la numériser pour qu'elle soit en fait digeste pour les utilisateurs finaux. Dans le fond, la visualisation est vraiment importante. Puis, c'est pas tout le monde qui a les outils pour pouvoir utiliser cette donnée-là. Vous leur donnez des outils, dans le fond. C'est de prendre un nuage de points qui est un peu bête, dans le sens qu'on a une information qui est hyper précise, qui est très détaillée. Mais ce niveau de détail-là, il y a un prix. En fait, c'est le poids, la difficulté de consultation. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment de prendre le nuage de points qui est hyper simple, mais complexe à la fois à interpréter, à le prendre et puis à le mettre dans un format où l'ingénieur ou l'administrateur de municipalité ou l'utilisateur final, en fait, va pouvoir utiliser la donnée comme ils utiliseraient une donnée qu'ils avaient auparavant. Ouais. Mais avec la précision qu'on va aller chercher sur le lidar
Et avec le BIM, en fait, c'est de nourrir cette donnée-là, de remplir une base de données qui n'est plus seulement nécessairement une forme ou une ligne ou un point, mais plutôt une base de données associée à cet élément-là. Ouais. Donc, c'est là qu'est la valeur ajoutée, en fait, que GeoFit peut offrir. OK. Moi, le BIM, je le vois beaucoup comme une table de concertation aussi, tu sais, entre les différents professionnels, les AEC, là, tu sais, de l'architecture, ingénierie, construction, où est-ce que tout le monde peut justement travailler autour de cette table-là, puis que l'information circule bien entre eux. En fait, il y a deux. Bon, il y a le BIM de conception, puis aussi le BIM le BIM management, en fait, qui va servir plus aux gestionnaires, en fait, des infrastructures ou des bâtisses. Donc, il y a différents utilisateurs à différents niveaux, en fait, qui peuvent utiliser ce genre de données-là. C'est ça. Mais ce qui est important quand même, c'est que, tu sais, justement, l'information, elle circule bien entre eux. Que ce soit, tu sais, justement, le BIM de conception ou le BIM, comment tu l'as appelé? Moi, je l'appelle d'opération. Le BIM management. Oui, c'est ça, management, ouais, c'est ça. Puis, que justement, tu sais, que l'information ne se perde pas en deux PDF qui ne sont pas de la même version, mettons, tu sais, juste pour vulgariser un peu le... Non, le but, c'est d'intégrer toute la donnée au même endroit, qu'elle soit digeste pour tous les professionnels qui vont l'utiliser. En fait. C'est ça qui est... Puis, c'est un gros défi, honnêtement, parce que... Oui, vraiment. C'est un gros défi quand même de tout intégrer ça, pour que ça soit digeste vraiment par tout le monde. Oui, c'est ça. Ouais. Puis j'ai vu aussi que tu fais beaucoup de... Ben, vous avez quand même une bonne expertise en lidar aéroporté, notamment par hélicoptère. En fait, ce qu'il faut... la façon qu'il faut approcher des choses, c'est... Ce qu'on fait, c'est de la topo, de la modélisation 3D. Quel moyen on prend pour réaliser ce but final-là, c'est quoi? On a plusieurs façons de le faire. Il y a la photogrammétrie, il y a le lidar, entre autres, il y a la mesure traditionnelle, ainsi de suite. On a développé une certaine expertise dans le lidar mobile. Le lidar mobile peut être amené de différentes façons. Les appareils qu'on a nous permettent une très grande flexibilité. Donc, c'est des appareils qu'on peut utiliser de façon très différente. Ouais. Donc, le même lidar peut être monté sur une voiture et puis on change de registre, on change de région et on le monte sur un hélicoptère et puis on fait le relevé sur hélicoptère. Mais le but reste toujours le même, c'est d'avoir la donnée de base pour pouvoir produire la donnée finale. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, notre lidar mobile, en fait, qu'on monte sur un véhicule, c'est le même appareil qu'on réussit à monter sur un hélicoptère, puis à faire des vols, puis on acquiert une densité qui est quand même très élevée en peu de temps. On couvre quand même beaucoup de zones en hélicoptère. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, je crois que c'est une demande qui va être de plus en plus présente, en fait. Ça vient se situer un peu entre le lidar par drone et puis le lidar sur avion qui va acquérir des grandes surfaces. Donc, ça nous permet d'acquérir, par exemple, on a fait un corridor pour Hydro-Québec. On a fait un corridor de 12 km. On a fait ça en à peine 2 heures. Ouais, c'est ça. Hein. Donc, avec une densité qui tourne entre 350 et 500 points par mètre carré. Au sol, même sous la canopée? Pas sous la canopée, mais de façon brute. Là. OK. Mais de toute façon, les fils électriques, les arbres sont coupés. Là. C'est un peu ça. En fait, le but, c'était d'aller détecter tous les éléments qui pouvaient se trouver là, sous les lignes. Donc, ça nous permet de faire des cartographies précises et puis d'avoir une information qui est fiable avec 5 cm. Dans ce cas ici, c'était 5 cm XYZ. Ouais, c'est très précis. Là. Puis on peut descendre 2 cm, là, c'est faisable. Si tu descends plus bas, finalement? Hein? Ben, pas nécessairement. C'est juste pas les mêmes contrôles qu'on va appliquer. OK. J'imagine que tu t'es mis une coupe de base au sol. On marche beaucoup par point d'appui. On marche beaucoup c'est ça. Il y a différentes façons de contrôler le contrôler et rectifier les dards, mais l'avantage de l'hélicoptère, c'est qu'on a un signal GPS qui est impeccable. Donc, habituellement, c'est différentes techniques, disons. OK. Puis, qu'est-ce qui va faire que tu vas proposer plus là? C'est vraiment pour ceux qui
qui travaillent pas et qui connaissent très peu le lidar, là, qu'est-ce qui va faire que tu vas proposer plutôt comment je peux dire, une solution mobile au lieu d'une solution par hélicoptère? Parce que tu sais, c'est pas tout le monde qui connaît le lidar. Justement, tu dis que ça va venir, mais je pense que ça va venir aussi au fur et à mesure que les gens vont savoir que cette technologie-là, elle peut amener beaucoup de choses. Hein. Je te dirais qu'en fait, Géofit, on a un avantage, c'est qu'on n'est pas vendeur d'une technologie d'acquisition. C'est ça. On vend un produit final. Donc, si on discute avec le client puis il nous dit qu'il a besoin d'arriver à tel genre de précision ou à tel genre, donc là, on va analyser puis on va sortir le meilleur coût-bénéfice, en fait, pour chaque type d'acquisition. Donc, si un client nous dit que, bon, j'ai pas besoin nécessairement de données hyper précises ou hyper denses pour aller chercher de l'information, mais que c'est un corridor qui est assez long, ben on va dire on va y aller avec l'hélico. Si c'est une zone qui est un peu plus petite, puis que là, on analyse et puis qu'on voit que l'hélicoptère coûte trop cher, ben là, à ce moment-là, on va prendre le drone lidar. Si on voit que, exemple, c'est pour une cartographie hyper détaillée, en milieu urbain, mais là, on va y aller avec le lidar mobile. Donc, c'est vraiment d'adapter à chaque personne, à chaque client, en fait, ce qu'il veut avoir. On est capable de lui offrir le meilleur rapport qualité-coût. Donc, c'est le gros avantage, je dirais, qu'on a. On n'essaie pas de vendre du lidar mobile à tout prix. On n'essaie pas de vendre du lidar aérien à tout prix. Nous, ce qu'on veut, c'est on veut vendre un produit final au meilleur prix possible. Avec la meilleure qualité. C'est ça, aux besoins de votre client, dans le fond. Là. Puis, c'est quoi surtout le persona, mettons, de votre clientèle pour Géofit Amérique? C'est parapublic. Parapublic, hein? Les grands propriétaires de terre, les corridors, les municipalités, naturellement. OK. Les MRC. Donc, on ne veut pas nécessairement viser les grandes régions parce qu'il y a déjà des gens qui le font, puis ils le font très bien. Donc, pourquoi aller juste rajouter un compétiteur pour faire chuter les prix? C'est pas nécessairement le but. Le but, c'est de mieux servir possible la vaste quantité de besoins que les gens ont. Fait que si c'est du corridor, si, exemple, des rives sur un grand territoire, donc c'est des choses qu'on peut faire. On peut faire facilement des corridors, Hydro-Québec, Gaz Métro, des trucs comme ça. C'est des choses qu'on peut faire. OK. Intéressant. Puis tu trouves-tu que les municipalités, ils embarquent un peu plus dans l'utilisation des technologies comme ça? Parce que ils ont de plus en plus des gens à l'interne, puis ils sont de plus en plus aussi, comment je peux dire, à l'affût de tout ce qui peut leur améliorer, dans le fond, le concept de ville intelligente chez eux. Fait que j'ai l'impression que le lidar va commencer à être plus populaire. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, effectivement, le lidar va prendre beaucoup de place. La photogrammétrie a ses limites. Ouais. C'est parce que souvent on compare les deux, le lidar. Ils ont ses avantages. Chacun leur truc de leur bord. Là, c'est ça, chacun a ses avantages. Ouais. Mais ultimement, dans un monde où on peut acquérir de la donnée avec une très haute précision, le lidar va prendre de plus en plus de place. Ouais. De la nature, en fait, du capteur est beaucoup plus précise que peut l'être un couple de photographies. Ouais. Mais oui, effectivement, ça va prendre de plus en plus de place. Les appareils qui actuellement sont très coûteux à acquérir se démocratisent tranquillement. Donc, les prix des appareils descendent. Donc, ça va être de plus en plus accessible, je dirais, au niveau... À date, c'est pas mal ça, la limitation, dans le fond, le coût de ces appareils-là, de ces capteurs-là. Pour les producteurs, oui, mais c'est sûr que le coût de l'achat d'appareils se reflète aussi sur le coût des services qu'on a. Par contre, je dirais que c'est pas le plus grand obstacle à l'adoption du lidar. Enfin, le plus grand obstacle, c'est la méconnaissance de ce qu'on peut faire avec le lidar. Ouais. On peut faire énormément de choses avec le lidar parce que c'est pas seulement la position d'un point. En fait, c'est l'intensité, c'est toute la réflexion, c'est tout ça. Donc, on peut tirer beaucoup plus d'informations que les gens croient avec le lidar. Donc, tu peux-tu donner un exemple par rapport à la réflectance, justement? Parce que, tu sais, le lidar, à part le lidar bathymétrique,
dans le fond, c'est dans les fréquences de l'infrarouge proche, c'est ça? Oui. Peux-tu donner un exemple de ce qu'on peut tirer comme information à partir de ça? Ben, juste à titre d'exemple, on peut faire la cartographie, passer d'une... En fait, c'est au niveau de l'intensité. Quand on fait une acquisition sur une route, on voit facilement la démarcation entre la route asphaltée et la route de gravier. C'est ça. On voit... les gens... Beaucoup de gens ne le savent pas, mais on est capable de définir le marquage avec le lidar. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est des choses que beaucoup de gens ne savent pas. Tu vois les patchs aussi L'asphalte neuve, l'asphalte vieille, on va voir les fissures, on va voir... donc, il y a beaucoup d'informations qu'on peut aller chercher, tout dépendant de la densité de points, naturellement, qu'on a. Donc, c'est pas uniquement une coordonnée. Non, c'est ça, à X, Y, Z, dans le fond. Puis en foresterie, est-ce que tu penses que l'infrarouge du lidar peut aider à quoi que ce soit? Ben, il y a déjà des utilisations qui se font en foresterie. Le lidar bathymétrique, en fait, le lidar, je dirais bathymétrique qu'on appelle, mais plutôt le lidar avec deux fréquences, qu'on devrait plutôt dire. Lui est très utile pour ça, justement, la discrimination en milieu forestier. On l'appelle, malencontreusement, on l'appelle le lidar bathymétrique, mais ça n'a pas été fait pour la bathymétrie. Ils se sont aperçus par erreur par essai, ils se sont aperçus qu'ils étaient capables de capter les fonds, une partie des fonds marins, donc pas marins, mais des fonds... OK, à la base, ça aurait été fait plus pour la végétation. Pour la végétation. Oui, pour avoir deux bandes des indices de végétation. Deux bandes de fréquences. OK. Puis, dans le fond, c'est quoi? C'est dans le vert? Oui, la bande rouge et du vert. visible, Je connais pas. C'est rouge et vert, hein? Oui, je connais pas les détails, honnêtement, les détails techniques, je les connais pas. Okay. Si je me trompe pas, c'est rouge et vert. Oui, c'est ça. OK, parfait. Bon, ben en tout cas, merci beaucoup, Sylvain. Puis, je pense qu'on va clore ça ici. C'est bon. Puis, ça m'a fait plaisir de te recevoir. C'est toujours un plaisir de faire connaître notre métier, en fait. Ce qui, souvent, on trouve que c'est un métier ingrat parce que les gens ne connaissent pas vraiment la valeur du travail qu'on fait. Donc, c'est important de démocratiser puis de l'expliquer aux gens. Donc, voilà. Puis la géomatique peut être utilisée, dans le fond, dans à peu près tous les domaines de la société. Puis personnellement, je trouve qu'en ce moment, ça marche trop en silo. On voit des congrès de géomatique, on voit des congrès de foresterie. Souvent, tout ça, ça devrait aller de pair, mais... Mais c'est difficile de... En fait, c'est toujours il y a des spécialistes, en fait, qui travaillent dans leur domaine, puis qui en connaissent énormément sur leur domaine. Mais ils n'ont pas nécessairement le réflexe d'aller voir si dans d'autres domaines, il y a quelque chose qui pourrait être utile à eux autres. Donc, c'est difficile à faire cette concordance-là, à faire ce matchage-là, en fait. Ouais. Bon, ben good. Merci.